À première vue, la vie de Brigitte Bardot ressemble à une symphonie parfaite de gloire, de liberté et de lumière. Mais derrière cette légende, subsiste un vide que jamais aucune caméra n'a su atteindre. À 65 ans, son fils unique prend la parole pour la première fois. Non pour accuser, mais pour exister. Fin des années 1950. Début des années 1960. Le monde retient son souffle devant un nom. Brigitte Bardot. Il ne s'agit pas d'une simple actrice. Pas même d'une star. Bardot est déjà autre chose. Un phénomène. Une apparition qui dépasse le cinéma pour s'inscrire dans l'imaginaire collectif. Un regard suffit. Une démarche. Un léger mouvement de cheveux face à l'objectif. Et soudain, des millions de personnes ont la certitude d'assister à la naissance d'une légende vivante. Les caméras l'adorent. Les journaux la traquent. Le public la désire, la projette, la consomme. Bardot n'est plus seulement une femme. Elle devient une image répétée à l'infini. Dans une Europe encore marquée par l'après-guerre, elle incarne une rupture radicale. Une promesse silencieuse. La beauté peut être libre. Le désir n'a plus besoin de s'excuser. Le corps féminin n'est plus tenu de se cacher. Bardot surgit comme un manifeste vivant de la libération sexuelle et de l'émancipation féminine, bien avant que ces mots ne deviennent des slogans. Mais cette lumière n'est pas naturelle. Elle est fabriquée, alimentée par la fascination collective, par une machine médiatique insatiable qui ne tolère ni l'absence ni le silence. Chaque geste est observé. Chaque choix est commenté. Chaque hésitation est interprétée. À force d'être regardée, Bardot cesse peu à peu de s'appartenir. La célébrité la transforme en symbole. Et un symbole n'a pas le droit à la fatigue. Ce que le monde célèbre comme de la liberté est aussi une forme d'enfermement. Car pour maintenir le mythe, il faut être disponible en permanence. Desirable. Brûlante. Présente. Il n'y a pas de place pour le retrait, ni pour la fragilité. Encore moins pour les rôles qui exigent une constance invisible, loin des projecteurs, sans applaudissements. La gloire crée Bardot. Mais elle efface, en même temps, tout ce qui ne cadre pas avec son image. Les relations qui ne brillent pas. Les attachements trop silencieux. Les responsabilités incompatibles avec la figure de la femme libre, affranchie de toute contrainte. Parmi elles, l'une des plus exigeantes, la maternité. À cette époque, Bardot est érigée en icône de la libération féminine. Une femme qui ose dire non, qui refuse les normes, qui choisit son corps, ses désirs, sa trajectoire. Pourtant, le paradoxe est profond. Cette liberté tant admirée est constamment surveillée. Exposée. Jugée. Elle est libre sous les projecteurs, mais rarement libre dans l'intimité. Personne ne demande ce que Bardot ressent lorsque les caméras s'éteignent. Personne n'écoute vraiment ses silences. Le monde exige qu'elle reste Bardot, éternelle, incandescente, insaisissable. Et tout ce qui menace cette image est relégué hors champ. La célébrité est souvent perçue comme une récompense. Mais elle est aussi un prix. Un prix payé en vie privée. En liens fragilisés. En absences accumulées. En zones d'ombre qui grandissent derrière le sourire mythique. Cette partie de l'histoire ne cherche ni à glorifier Brigitte Bardot, ni à la condamner. Elle pose simplement les fondations d'un paradoxe central. Comment une femme célébrée comme symbole absolu de liberté a-t-elle pu se retrouver prisonnière du rôle que cette lumière lui imposait? Car avant d'aborder les silences, les fractures et l'histoire de l'enfant qui grandira dans l'ombre de ce mythe, il faut comprendre une chose essentielle. La lumière la plus intense projette toujours une ombre. Et derrière chaque légende, aussi éclatante soit-elle, existe un territoire obscur qui attend d'être révélé. Le 11 janvier 1960. Alors que la France entière regarde ailleurs. Vers les écrans, les unes de journaux, les photos volées, un enfant vient au monde. Son nom, Nicolas Jacques Charrier. Il naît à un moment précis, presque cruel dans sa symbolique. L'instant où Brigitte Bardot atteint le sommet absolu de sa célébrité. Pour le public, Bardot est partout. Elle incarne le désir, la liberté, la transgression. Les caméras la suivent. Les foules la réclament. Les journalistes guettent le moindre frémissement de sa vie privée. Dans ce vacarme permanent, une naissance survient, mais sans silence, sans retrait, sans protection. Nicolas ne naît pas dans un cocon. Il naît dans un bruit continu. Son père, Jacques Charrier, est alors l'époux de Bardot. Un acteur respecté, plus discret, mais déjà pris malgré lui dans l'orbite écrasante d'une femme devenue mythe. Leur union, rapidement médiatisée, n'a jamais été à l'abri des regards. Chaque tension, chaque fissure, chaque malaise intime devient une information potentielle. La naissance de Nicolas ne suspend rien. Elle ne ralentit pas la machine.
Elle ne fait pas taire les flashs. Au contraire, elle s'inscrit dans un flux médiatique ininterrompu. Comme si cet enfant était immédiatement absorbé par une histoire qui le dépasse. Avant même de respirer pleinement, il hérite d'un rôle. Psychologiquement, tout commence là. Nicolas n'est pas accueilli comme un désir formulé dans le calme, mais comme la conséquence d'un moment de vie déjà débordé. Il apparaît moins comme une promesse que comme un événement secondaire dans un récit dominé par la célébrité. Non pas un choix mûri, mais un fait survenu. Autour de lui, le couple vacille. Le mariage de Bardot et Charrier, soumis à une pression constante, se fragilise rapidement. La gloire n'est pas un terrain neutre pour construire une intimité. Elle amplifie les tensions, érode la patience, transforme chaque désaccord en fracture potentielle. Dans cette atmosphère, l'enfant grandit, ou plutôt, il existe, au milieu d'adultes déjà débordés par leurs propres combats. La maternité, pour Bardot, n'est pas vécue comme un refuge. Elle surgit à un moment où sa vie publique ne lui laisse aucun espace de retrait. Elle est appelée ailleurs, sollicitée en permanence, définie par une image qui n'admet ni pause ni transformation. Devenir mère, dans ce contexte, n'est pas une étape naturelle. C'est une dissonance. Et l'enfant, lui, le ressent sans pouvoir le nommer. Dès ses premiers jours, Nicolas porte quelque chose d'invisible mais de lourd. La sensation d'être né au mauvais moment. D'être arrivé dans une histoire qui n'attendait pas vraiment sa venue. Comme si sa présence était tolérée, mais jamais pleinement intégrée. La tempête médiatique ne se contente pas d'encercler Bardot. Elle s'infiltre dans la structure même de la famille. Elle façonne les absences, les silences, les gestes retenus. Elle transforme la naissance, normalement intime, en un épisode périphérique d'un feuilleton public. Ainsi, avant même d'avoir des souvenirs, Nicolas hérite d'un climat émotionnel instable. Il apprend, sans mots, que l'amour peut être entravé par le regard des autres. Que la célébrité prend de la place. Trop de place. Et que certains rôles, celui de mère, celui de père, peuvent devenir secondaires face à l'exigence d'un mythe à maintenir. Cette partie de l'histoire n'accuse personne. Elle observe. Elle constate. Un enfant est né au cœur d'une tempête qui n'était pas la sienne. Il n'a rien demandé. Il n'a rien choisi. Mais dès le premier jour, il est pris dans un récit plus vaste que lui. Un récit où sa naissance ressemble davantage à une conséquence qu'à un désir. Et c'est ainsi que commence, en silence, une trajectoire marquée par l'idée la plus douloureuse qui soit pour un enfant. Celle de devoir exister sans jamais avoir été réellement attendu. 2 ans seulement après la naissance de Nicolas Jacques Charrier, le couple formé par Brigitte Bardot et Jacques Charrier se brise. Le divorce est prononcé. Sans fracas public spectaculaire. Sans scène dramatique mise en image. Mais avec une conséquence décisive, silencieuse, irréversible. La justice confie la garde exclusive de l'enfant à son père. Pour Nicolas, cela ne ressemble pas à une rupture. Il est trop jeune pour comprendre ce que signifie un divorce. Trop jeune pour mesurer ce qu'il perd. Mais son corps, lui, l'enregistre. Car soudain, la figure maternelle cesse d'être une présence, même fragile. Elle devient une absence organisée. Il grandit loin de sa mère, au sein de la famille paternelle. Un cadre plus discret, plus stable en apparence. Protégé des caméras. Protégé, croit-on, de la tempête médiatique. Mais cette protection a un prix, l'éloignement définitif de celle dont il porte le nom sans porter la voix. Brigitte Bardot, elle, continue sa trajectoire fulgurante. Films. Interviews. Polemiques. Engagements. Elle envahit l'espace public comme une force inarrêtable. Son visage s'imprime sur les couvertures. Sa silhouette devient un symbole. Son nom, une marque. Mais pour son fils, elle n'est plus qu'une image. Une apparition figée dans le papier glacé des magazines. La mère réelle disparaît progressivement du quotidien. Elle n'est plus une voix rassurante. Ni un geste. Ni un rituel. Elle devient une abstraction. Une icône lointaine que tout le monde connaît, sauf l'enfant qui devrait la connaître le mieux. Psychologiquement, c'est une transformation majeure. Car lorsqu'un parent est absent sans explication accessible à l'enfant, cette absence devient une norme. Elle ne choque plus. Elle structure. Elle enseigne, sans mots, que le lien peut se rompre sans drame visible. Que l'amour n'est pas forcément synonyme de présence. Nicolas apprend très tôt à ne pas attendre. À ne pas réclamer. À ne pas espérer un retour qui n'est jamais promis. La figure maternelle, au lieu d'être un refuge, devient un concept. Une femme que les autres admirent. Que l'on commente. Que l'on fantasme. Mais qui, pour lui, reste fondamentalement hors de portée. Bardot n'est plus une mère incarnée.
Elle est une projection collective. Et cette dissociation crée une tension sourde. D'un côté, le monde célèbre. De l'autre, l'enfant s'adapte au vide. La famille paternelle tente de construire une normalité. Une enfance sans excès, sans scandale. Mais comment être un enfant ordinaire quand sa mère est tout sauf ordinaire? Même absente, elle occupe l'espace. Même silencieuse, elle parle à travers les journaux. Même éloignée, elle façonne l'imaginaire de ceux qui croisent le regard de Nicolas. Ainsi, il grandit avec une mère omniprésente dans la société, mais absente dans sa vie. Une mère partout. Et nulle part. Avec le temps, cette absence cesse d'être perçue comme une anomalie. Elle devient un cadre émotionnel. Un réglage intérieur. Nicolas apprend à vivre sans. À se définir sans elle. À construire ses repères affectifs ailleurs. Mais ce mécanisme d'adaptation laisse une empreinte durable. L'idée que les liens essentiels peuvent être fragiles, temporaires, conditionnels. Cette partie de l'histoire ne cherche pas de coupable. Elle montre simplement comment, après le divorce, une distance physique s'est transformée en distance émotionnelle. Comment une mère s'est peu à peu effacée derrière son propre mythe. Et comment un enfant a grandi face à une absence si constante qu'elle en est devenue presque normale. Car parfois, le plus grand traumatisme n'est pas la violence, ni le conflit. C'est la continuité du manque. Un manque si durable qu'il ne fait plus de bruit, mais qui façonne, en profondeur, toute une vie. Il y a des phrases qui passent. Et il y a celles qui restent. Au fil des années, Brigitte Bardot a parlé. Souvent. Librement. Sans détour. Devant des journalistes, dans des interviews, puis dans ses écrits. Elle a dit qu'elle n'avait jamais désiré être mère. Elle a décrit la maternité comme un poids. Elle a confié qu'au moment de la naissance, elle avait ressenti plus de peur que d'amour. Pour la société, ces paroles ont longtemps été perçues comme un acte de sincérité. Une femme qui ose dire ce que d'autres taisent. Une icône de liberté qui refuse d'édulcorer son vécu. Dans un monde en pleine mutation, ces confessions s'inscrivent dans une époque qui valorise la vérité brute, même lorsqu'elle dérange. Mais la vérité publique n'a pas le même effet sur tous. Pour Nicolas Jacques Charrier, ces mots ne sont pas des idées. Ce sont des impacts. Chaque phrase prononcée à la troisième personne devient, pour lui, une adresse directe. Chaque déclaration destinée au monde entier se transforme en message intime, reçu sans filtre, sans protection. Il faut imaginer la scène intérieure. Un enfant, puis un adolescent, puis un homme, qui découvre sa propre histoire à travers la voix de sa mère, mais racontée aux autres. Jamais à lui. Les journaux servent de messagers. Les couvertures de magazines deviennent des miroirs déformants. Ce qui, pour le public, relève du débat ou de la fascination, devient pour lui une confirmation douloureuse, il n'était pas désiré. Psychologiquement, l'impact est profond. Car l'enfant ne distingue pas la nuance entre le vécu d'un adulte et la place qu'il occupe dans ce vécu. Lorsqu'une mère affirme que la maternité fut un fardeau, l'enfant entend qu'il fut ce fardeau. Lorsqu'elle dit avoir ressenti de la peur, il comprend qu'il fut source de cette peur. Et aucune analyse rationnelle ne vient atténuer ce choc. Ces paroles, répétées, commentées, archivées, prennent une dimension définitive. Elles ne disparaissent pas. Elles s'accumulent. Elles construisent un récit parallèle, celui d'un fils qui apprend, encore et encore, qu'il est né à contre-courant du désir maternel. Il ne s'agit pas ici de juger Bardot. Il s'agit de mesurer l'asymétrie. Une femme parle, portée par son statut, protégée par sa notoriété, entourée de débats intellectuels. Un enfant écoute, seul, sans cadre, sans explication, sans possibilité de réponse. La société applaudit le courage. L'enfant encaisse la sentence. Dans la psychologie de l'attachement, les mots comptent autant que les actes. Et parfois davantage. Une absence peut être interprétée, rationalisée, intégrée. Mais une parole répétée, publique, figée dans le temps, devient une preuve. Elle enlève à l'enfant le droit au doute. Le droit d'espérer une autre version de l'histoire. Pour Nicolas, chaque interview rouvre la blessure. Même à distance. Même des années plus tard. Car ces mots ne vieillissent pas. Ils restent disponibles. Consultables. Toujours prêts à surgir, à rappeler ce qui ne change pas. La place qu'il a occupée dans le récit maternel. Ce qui, pour le monde, relève de la liberté d'expression, devient pour lui une condamnation émotionnelle. Une assignation identitaire. Être l'enfant dont la naissance fut une erreur. Le fils associé à un regret. Et le plus cruel, c'est que ces paroles ne sont jamais prononcées face à lui. Elles flottent dans l'espace public, intouchables, incontestables. Il n'y a pas de dialogue. Pas de réparation possible.
Seulement un monologue diffus, répété à l'infini. Cette partie de l'histoire révèle une vérité dérangeante. Un mot adressé au monde peut devenir une cicatrice privée. Une phrase dite au nom de la liberté peut enfermer un autre pour la vie. Car les enfants des icônes n'entendent pas les discours comme des concepts. Ils les entendent comme des verdicts. Et certains verdicts, une fois prononcés, ne se rétractent jamais. Il grandit loin des projecteurs. Protégé, en apparence. Épargné des scandales, des flashs, des foules. Nicolas Jacques Charrier est élevé dans la discrétion, à l'écart de la scène où sa mère continue de briller. Pas d'apparition publique à ses côtés. Pas de tapis rouge partagé. Pas de photographies officielles mère-fils destinées à rassurer l'opinion. Mais la discrétion n'efface pas un nom. Elle le rend parfois plus lourd. Car même absent de l'image, Nicolas reste identifié. Reconnu. Assigné. Dans la cour de l'école, dans les regards des adultes, dans les silences qui précèdent une question jamais posée. Il est le fils de Brigitte Bardot. Une filiation qui précède sa voix, ses gestes, sa personnalité. Psychologiquement, cette position est instable. Il ne vit pas dans la lumière, mais il ne peut pas non plus disparaître complètement. Il est placé à la lisière. Trop proche du mythe pour être anonyme. Trop éloigné pour en tirer protection ou fierté. Une présence périphérique, jamais centrale, jamais vraiment absente. L'enfance se construit alors sur une tension silencieuse. D'un côté, le désir d'être un enfant comme les autres. De l'autre, la certitude intime que cela lui sera refusé. Chaque rencontre porte la promesse d'une reconnaissance involontaire. Chaque prénom prononcé peut ouvrir la porte à une comparaison, à une attente, à une projection. Nicolas apprend très tôt à se contenir, à lisser ses réactions, à occuper peu d'espace. Car lorsqu'on porte un nom trop grand, la moindre excentricité devient suspecte, la moindre faiblesse devient matière à interprétation. Il comprend que son identité est constamment filtrée par celle d'une autre. La figure maternelle, déjà distante, devient omniprésente autrement. Non pas par le lien, mais par l'écho, par l'image, par la rumeur. Bardot est partout dans la culture populaire. Dans les affiches, les conversations, les fantasmes collectifs. Et chaque apparition renvoie Nicolas à une place qu'il n'a pas choisie. Il ne partage pas la lumière, mais il en subit l'ombre portée. Ce paradoxe forge un sentiment précis, difficile à nommer, l'absence de territoire personnel. Être connu sans être vu. Être défini sans être entendu. Les enfants de célébrités portent souvent ce fardeau invisible, l'impossibilité d'exister pour eux-mêmes avant d'exister pour les autres. Dans cette configuration, l'identité ne se construit pas par affirmation, mais par retrait. Nicolas ne cherche pas à briller. Il apprend à se fondre, à se rendre discret, à ne pas provoquer le regard. Car le regard, lorsqu'il arrive, n'est jamais neutre. Il compare, il mesure, il juge à l'aune d'un mythe. Et pourtant, l'effacement a ses limites. On ne disparaît jamais complètement lorsqu'on est relié à une icône. Même sans exposition médiatique, le lien demeure. Il circule, il s'infiltre. Il précède toute tentative d'anonymat. Cette enfance dans l'ombre n'est pas spectaculaire. Elle n'est pas faite de drames visibles. Elle est composée de petites renonciations successives, d'ajustements permanents, d'une vigilance constante face à l'identité imposée. Elle produit un adulte prudent, réservé, attentif aux frontières, surtout celles qu'il ne contrôle pas. Cette partie de l'histoire ne parle pas de scandale. Elle parle d'un espace manquant. Grandir avec un nom trop grand, c'est vivre sans lieu propre. C'est apprendre à exister dans l'intervalle. Ni au centre, ni en dehors. Toujours à côté. Et dans cet entre-deux, l'enfance perd ce qu'elle devrait avoir de plus simple. Le droit d'être soi, sans justification, sans héritage, sans ombre à porter. À un moment précis de sa vie, Nicolas Jacques Charrier comprend que rester, c'est continuer d'être défini par ce qu'il n'a pas choisi. La France lui rappelle trop de choses. Les regards. Les sous-entendus. Le nom. Toujours le nom. Alors il part. Sans fracas. Sans déclaration. Il quitte Paris, puis le pays. Il choisit le nord. La distance. Norvège. Ce départ n'est pas une fuite impulsive. C'est une décision lente, mûrie dans le silence. Partir pour respirer. Partir pour devenir quelqu'un d'autre, ou peut-être, enfin, devenir soi. Dans un pays où son nom ne déclenche rien, où il n'évoque ni icône ni fantasme, Nicolas peut marcher dans la rue sans être précédé par une histoire qui n'est pas la sienne.
La Norvège lui offre ce que la célébrité indirecte lui avait refusé, l'anonymat. Le froid. Les saisons marquées. Les paysages sobres. Une vie sans commentaire. Là-bas, personne ne lui demande d'où il vient vraiment. Personne ne lui rappelle qui est sa mère. Le silence devient un espace habitable. Il se marie. Discretement. Sans image. Sans titre. Ils fondent une famille. 2 filles naissent de cette union. Et avec elles, une possibilité nouvelle s'ouvre, celle de réparer sans discours. Non pas effacer le passé, cela n'est pas possible, mais transformer la douleur en geste. Devenir père n'est pas, pour Nicolas, un simple rôle social. C'est un acte intérieur. Une réponse. Il donne ce qu'il n'a jamais reçu, la présence quotidienne. L'attention. Les gestes répétés. La estabilité emotionelle. Chaque soir passé à la maison, chaque moment partagé devient une manière silencieuse de contredire l'histoire dont il est issu. Psychologiquement, c'est un sommet émotionnel. Car offrir ce qui a manqué, c'est aussi mesurer l'ampleur du manque. À travers ses filles, Nicolas découvre ce que signifie être attendu. Être nécessaire. Être là sans condition. Il comprend ce qu'il n'a pas eu et ce qu'il refuse de transmettre. L'amour devient un choix conscient, presque militant. Une fidélité à l'enfant qu'il a été. Mais même à des milliers de kilomètres, la blessure ne disparaît pas. Elle s'apaise, parfois. Elle se tait. Mais elle demeure. Être père réactive l'enfant intérieur. Chaque moment de tendresse réveille une question muette. Pourquoi cela n'a-t-il pas été possible pour lui? Le passé ne le poursuit pas sous forme de scandale. Il revient autrement. Par fragments. Par souvenirs. Par les rares articles qui traversent les frontières. Par le nom de Brigitte Bardot qui ressurgit, même affaibli par le temps, même lointain. La célébrité a une mémoire longue. Elle traverse les pays. Nicolas choisit alors la retenue. Il ne répond pas aux sollicitations. Il ne commente pas. Il protège ses enfants de ce qu'il a blessé. La discrétion devient une éthique. Un rempart. La Norvège n'est pas seulement un lieu. C'est un cadre intérieur. Un refus clair de rejouer la même pièce. Ce choix n'est ni héroïque ni spectaculaire. Il est profondément humain. Construire une vie simple quand on vient d'un mythe, c'est une forme de courage discret. Refuser l'héritage symbolique pour transmettre autre chose. La constance, la douceur, la fiabilité. Et pourtant, le paradoxe demeure. On peut devenir un père aimant et rester un fils blessé. Les 2 états coexistent. Donner n'efface pas ce qui a manqué. Cela l'éclaire autrement. Cette partie de l'histoire n'est pas une rédemption totale. C'est un équilibre fragile. Une victoire intime, incomplète, mais réelle. Nicolas n'a pas reconstruit le lien perdu. Il a construit autre chose à la place. Une lignée où la présence compte plus que l'image. L'exil lui a offert un espace pour vivre. La paternité lui a offert un sens. Mais au fond, subsiste une vérité simple et douloureuse. On peut réparer beaucoup de choses. Sauf le fait d'avoir été un enfant qui n'a jamais été attendu. À 65 ans, Nicolas Jacques Charrier accepte enfin de parler. Pas pour provoquer. Pas pour régler des comptes. Et surtout pas pour écrire un récit à scandale. Il n'y a ni mémoires explosives, ni révélations destinées à choquer. Il n'y a pas de stratégie. Seulement une décision tardive, mûrie dans le temps long, dire qu'il existe. Pendant des décennies, il s'est tu. Non par faiblesse, mais par choix. Le silence était sa manière de se protéger, et de protéger les siens. Parler aurait signifié entrer dans l'arène médiatique, accepter les simplifications, les titres réducteurs, les récits imposés. Il a refusé cela. Il a préféré vivre. Lorsqu'il prend la parole aujourd'hui, c'est avec une sobriété presque déroutante. Il ne cherche pas à convaincre. Il ne corrige pas l'histoire. Il n'attaque pas Brigitte Bardot. Il ne réclame ni excuses ni réparation publique. Ce qu'il dit est plus simple et plus grave. Une vie peut être profondément marquée par ce qui n'a jamais été dit entre une mère et son enfant. Ce témoignage tardif ne ressemble pas à une libération spectaculaire. Il s'apparente davantage à un constat. À une mise à plat. Nicolas parle d'une blessure ancienne qui n'a pas disparu, mais qu'il a appris à porter. Il ne dramatise pas. Il décrit. Il nomme. Et en nommant, il s'autorise enfin à occuper une place qui lui a longtemps échappé. Le message est clair. Ceci n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire d'existence différée. Pendant longtemps, Nicolas a vécu à côté de sa propre narration. D'autres parlaient pour lui. Le public. Les journalistes. Les biographes. Les images. À 65 ans,
Il reprend la parole sans chercher à la monopoliser. Juste assez pour dire, voilà ce que cela a fait, de l'intérieur. Son témoignage met en lumière une vérité inconfortable. La célébrité ne protège pas des fractures familiales. Elle peut même les amplifier. Car plus la figure publique est grande, plus l'espace intime se réduit. Plus le mythe s'impose, plus les liens ordinaires deviennent difficiles à maintenir. Nicolas n'accuse pas sa mère. Il reconnaît sa complexité. Sa coherenze interne. Ses choix. Il comprend que la liberté a été pour elle une nécessité vitale. Mais comprendre n'efface pas les conséquences. Et il ose enfin dire que certaines libertés, lorsqu'elles sont vécues sans filet, laissent derrière elles des zones de silence. Le silence d'un enfant qui n'ose pas demander. Le silence d'un fils qui apprend à ne rien attendre. Le silence qui devient une seconde langue. À la fin de ce parcours, il n'y a pas de réconciliation spectaculaire. Pas de scène finale apaisée. Il y a autre chose, une forme de paix relative. Nicolas ne cherche plus à combler le vide. Il accepte qu'il fasse partie de lui. Il ne tente plus de transformer l'absence en question. Elle est devenue une donnée. Ce qu'il a construit ailleurs, une famille, une présence aimante, une transmission différente, est sa réponse la plus forte. Non pas contre sa mère, mais pour ses enfants. Il n'a pas effacé le passé. Il a choisi de ne pas le reproduire. La conclusion de cette histoire n'est ni amère ni consolante. Elle est lucide. La gloire ne protège de rien. La liberté a un prix. Et parfois, ce prix est payé sans bruit, par ceux qui n'ont jamais été sur le devant de la scène. Car il existe des enfants dont l'enfance s'est déroulée dans l'ombre d'un mythe. Des enfants qui n'ont pas manqué d'amour spectaculaire, mais d'amour quotidien. Des enfants devenus adultes qui, un jour, choisissent enfin de dire qu'ils ont été là. À 65 ans, Nicolas ne réclame rien. Il affirme simplement une chose essentielle. On peut se taire toute une vie. Mais exister, même tardivement, reste un acte de dignité.